la marche avec un enregistrement myographique de l'activité musculaire des gastrocnémiens, du tibial antérieur et des solaires, et ils ont retrouvé une amélioration de la vitesse de marche avec l'orthèse, une diminution de l'activité musculaire des gastrocnémiens, et le port de cette orthèse ne majore pas la spasticité au niveau des gastrocnémiens. Mais l'inconvénient de cette étude, c'est qu'ils n'ont pas étudié les autres muscles releveurs de la cheville et ils n'ont pas étudié aussi la cinétique des autres articulations sus-jacentes. Les neuroprothèses, ce sont des orthèses munies d'un système d'électrostimulation fonctionnelle et ils sont munis d'un système de stimulation électrique du nerf tubulaire commun, ce qui va entraîner une activation des muscles fléchisseurs dorsales de la cheville durant la phase oscillante. Ces orthèses, il y a eu des études qui ont été faites sur le port de ces orthèses depuis 2007, mais ils ont utilisé des séries de patients, soit 2, 3 patients, de faible nombre de patients, mais ils ont retrouvé qu'en utilisant ces neuroprothèses, il y a une amélioration de l'équilibre postural, une augmentation significative de la vitesse de marche et une augmentation significative dans le fonctionnement physique et la participation de la vie communautaire. Il faut savoir que la Haute Autorité de Santé n'a pas émis de recommandations concernant l'utilisation d'orthèses du membre inférieur chez les patients ayant une pathologie neurologique centrale. On a l'habitude de prescrire toujours les orthèses releveurs en cas d'injection de toxines au niveau du triceps sural, ce qui va améliorer l'efficacité de l'injection, ce qui va maintenir la posture d'allongement du solaire. Je ne vais pas parler durant cette conférence de l'autre appareillage qu'on peut utiliser, c'est-à-dire des aides techniques de déambulation, des aides techniques de contrôle de l'environnement, qui a fait l'objet de présentations par poster en dehors de la salle. Pour conclure, il faut savoir qu'il y a beaucoup de manque de preuves concernant l'utilisation de l'appareillage de l'hémiplégique, mais on sait tous qu'il permet d'optimiser l'effet thérapeutique, soit à la suite d'une injection de toxines botuliques, soit à la fin d'une séance de rééducation, ce qui permet une meilleure participation dans les activités de la vie quotidienne, une meilleure utilisation du membre supérieur et un meilleur schéma de marche. Mais on a besoin de moyens financiers, d'une prise en charge adéquate de la CNAM, et on n'a pas dans notre pays, donc on doit solliciter les laboratoires pour nous ramener les orthèses de nouvelle génération. Donc on peut faire des études prospectives, cas témoins, et on peut utiliser des orthèses pour nos patients hémiplégiques. Merci. Merci beaucoup pour cette conférence. Est-ce que vous avez des questions à poser? Je voulais poser la question, qu'est-ce qu'on peut prescrire? En Tunisie, bien sûr. En Tunisie, on va continuer à prescrire les orthèses des femmes et la facilité pour prévenir la subluxation de l'école. Et on va lancer le champ de l'éducation. Ici, on va utiliser le protocole de professeur de Québec. Il y a une commande qui arrive, donc on va utiliser le groupe de traité, mais on va la maintenir en ordre. Pour la main, on va maintenir la prescription des orthèses de posture pour la main pour éviter l'envahissement, la restriction et les connotations. Et pour le membre inférieur, c'est-à-dire qu'il vaut mieux ne plus utiliser l'orthèse surale postérieure ou antérieure, mais il faut qu'on ait des nouvelles orthèses qui sont plus efficaces et améliorent mieux le schéma de main, telles que l'oïd lambert ou les neuroprothèses actuellement qui sont unies d'un système d'électrostimulation, elles sont très efficaces et il faut continuer à les avoir. J'ai l'impression qu'on écoute la main sans regard. Ça n'a pas été démontré, non. La revue de la littérature n'a pas montré qu'il y a une accentuation de la spasticité par l'orthèse de posture de main chez les patients hémiplégiques spastiques. Je n'ai pas retrouvé l'article qui dit qu'il y a une accentuation. Il y a une accentuation de la spasticité. Ce qu'on constate dans notre pratique quotidienne, je ne sais pas si la thèse du fait qu'il est mal supporté. C'est presque la majorité
porter une chaussure du commerce et ne pas porter cette attelle tellement elle est prématurée. Je ne sais pas si la telle liberté peut aider ces immunologies pour améliorer le chemin de marche, du fait d'une légèreté, de l'élastique et tout. Il y a des gens qui sont satisfaits, une qui n'est pas très satisfaite, peut-être parce que la plasticité est très importante au niveau du pied. Donc je ne sais pas si vous avez une constatation quant à l'utilisation des orthèses. Et puis pour l'orthèse antérieure chez les hémiplégiques, est-ce que vous prescrivez des orthèses antérieures chez les hémiplégiques en cas postérieure? Pour les orthèses uropédieuses postérieures, c'est vrai que les hémiplégiques qui ne veulent pas porter l'orthèse, ce n'est pas parce qu'ils ne la non, d'après mes malades, ou soit que l'orthèse n'a pas été prescrite, soit que l'orthèse, il n'y a pas d'adaptation de la chaussure, soit qu'il y a une plasticité avec une griffe d'orthèse et l'assise plantaire, c'est-à-dire elle est gênante pour ces patients. Pour l'orthèse à appui tibial antérieur, on peut la faire sur mesure. Il y a les porte-service, on a un appareilleur, un chimiste qui fait les orthèses uropédieuses avec un induit en plastique. C'est-à-dire on peut les faire. C'est quoi? Quel type de patient? Ceux qui ont une atteinte proximale au niveau du genou avec une plasticité très importante sur les ischios. Il y a actuellement d'actualité qui est les douleurs de l'hémiplégique vasculaire. Sincèrement, quand ils m'ont chargé de parler de la douleur chez les hémiplégiques, je me suis posé pas mal de questions. Qu'est-ce qu'on fait parler à part l'épaule? Étant donné qu'en médecine physique jusqu'à présent, on s'intéresse beaucoup à la douleur de l'épaule et sans plus. Donc, par contre, les douleurs post-AVC sont très fréquentes et très variées. Elles peuvent survenir soit précocement, dès l'installation de déficit neurologique, ou tardivement, après plusieurs années. Et d'ailleurs, les douleurs sont d'analyse sémiologique très diverses. Par contre, ce qui est important, c'est que, à partir des plaintes des patients, on peut découvrir la pertinence du symptôme, d'essayer de découvrir le mécanisme en cause et de mettre en route le traitement adapté. Eh bien, les douleurs de l'épaule, on ne parle pas de douleurs de l'épaule, mais des douleurs de l'épaule. Les douleurs de l'épaule, il y en a différents types. Et sincèrement, pour se faciliter la tâche, je les ai partagés en 4 groupes. Le premier groupe, ce sont les céphalées, en qui ne s'intéressent pas beaucoup, sincèrement. Les douleurs neuropathiques centrales, les douleurs nociceptives et les douleurs psychologiques. Commençons par les céphalées. Eh bien, les céphalées sont d'incidence très variable en fonction des études. Ça peut aller jusqu'à 38%. Ça touche généralement les femmes et les sujets les moins âgés. Elles peuvent précéder l'AVC dans 40% des cas, ou être concomitantes, ou survenir après l'AVC. Ça peut toucher tout type d'AVC, mais plus particulièrement l'AVC hémorragique. Il est supérieur par ordre de fréquence croissante. Les AVC hémorragiques sont plus pourvoyeurs de céphalées que les AVC ischémiques étendus, que les lacunaires. L'incidence de la survenue de céphalées dépend de la localisation. Et bien, les études ont montré que ce sont les lésions corticales qui font plus de céphalées que les lésions sous-corticales. En plus, l'incidence dépend aussi de l'étiologie. Les dissections artérielles, que ce soit carotidiennes ou vertébrales, font plus de céphalées que l'origine embolique cardiaque. Et bien, la localisation des céphalées sont généralement frontales quand c'est la circulation antérieure qui est incrémentée. Par contre, ces céphalées peuvent être diffuses ou occipitales quand c'est la circulation postérieure qui est impliquée. Quand les céphalées sont unilatérales, elles siègent généralement dans 2/3 des cas du côté de l'ischémie. Et quand il s'agit d'une dissection, ces céphalées sont plutôt fronto-orbitaires s'il s'agit d'une dissection carotidienne, ou cervico-occipitale quand il s'agit d'une dissection vertébrale. Les facteurs prédisposants, il y a pas mal de facteurs qui prédisposent à la survenue du céphalée après l'accident vasculaire cérébral. Et bien, ce sont les antécédents de migraine du céphalée.
En revanche, l'hypertension artérielle n'augmente pas le risque de survenue du céphalée, contrairement à ce qu'on pensait. Le mécanisme de survenue n'est pas encore élucidé. Ça pourrait mettre en jeu le système trigémino-vasculaire, mais reste à confirmer. Le deuxième type de douleur, ce sont les douleurs neuropathiques centrales. Sur le plan épidémiologique, figurez-vous que parmi les douleurs centrales, on a 90% de ces douleurs centrales sont dues à un accident vasculaire cérébral. Et 2 à 6% de ces AVC développeront après, au cours de la révolution, des douleurs neuropathiques. Ces douleurs neuropathiques sont concomitantes de l'AVC dans moins de 50% des cas. Mais le plus souvent, elles apparaissent à distance, donc même 3 à 9 mois après. Généralement, ces sujets sont en règle peu déficitaires sur le plan moteur et sont en moyenne plus jeunes. Sur le plan physiopathologique, comment ça apparaît les douleurs neuropathiques? Rappelons avant, sur le plan normal, c'est-à-dire quand on a un état neurologique d'équilibre, normalement, l'information qui est cheminée par les fibres nociceptives, elle est contrebalancée par celle cheminée par les fibres myélinisées. En cas de lésion, quand on a un déséquilibre, tout ce qui contrebalance le système inhibiteur, il est lésé. Il a disparu par la lésion, que ce soit périphérique ou centrale. Donc, la seule expression sera le système d'information, et donc la seule expression clinique, c'est la douleur neuropathique. Dans notre cas, l'AVC, la lésion, elle est centrale. Par contre, centrale, c'est où? On pensait au début que pour parler de douleur neuropathique, il faut que la douleur siège au niveau du thalamus. C'est pour cette raison qu'on parle toujours de douleur thalamique ou de syndrome thalamique. Et après, les études ont montré que non pas seulement le thalamus qui est touché, mais plutôt tout le faisceau spinothalamique, c'est-à-dire que le cortex pariétal, la capsule, le tronc cérébral et le fameux syndrome de Wallenberg. C'est pour cette raison qu'il y a toute une évolution de concept. C'est-à-dire au début, on parlait de syndrome de Duchenne-Rousset, parce que c'était Duchenne-Rousset qui a mis en place, qui a décrit le premier les douleurs neuropathiques après AVC. Après, c'était le central pain, après le syndrome thalamique, anesthésia dolora, et finalement la douleur neuropathique qui semble le terme le plus adapté à ces douleurs-là. Sur le plan clinique, les douleurs neuropathiques centrales, sur le plan clinique, ne diffèrent pas trop de celles périphériques. C'est-à-dire que sur le plan clinique, on a les signes objectifs et les signes subjectifs. Les signes subjectifs qu'on appelle aussi par nos collègues neurologues, ce sont les signes spontanés, à savoir les dysesthésies et les fulgurances qui sont les décharges électriques, et les signes objectifs, que ce soit l'hypoanesthésie, l'allodynie, l'hyperpathie. Quelle est la particularité de ces douleurs neuropathiques? La particularité, elle est purement topographique. C'est-à-dire que ces douleurs-là peuvent toucher tous les mi-corps ou une partie du corps. Donc, cette topographie rend le diagnostic de ces douleurs neuropathiques assez difficile. Ce diagnostic, avant tout, il est clinique, basé sur l'analyse sémiologique de ces douleurs-là, sur l'association latente motrice du fait de ce déficit, mais on peut s'aider aussi de l'échelle DL4. Et pour parler de douleurs neuropathiques, il faut avoir un score supérieur à 4, avec une bonne sensibilité et une bonne spécificité. Mais parfois, l'AVC touche que le système sensitif. Dans ce cas, on n'aura pas un déficit moteur. Et les douleurs neuropathiques sont d'installation assez différée et très progressive. Dans ce cas, on aura pas mal d'erreurs diagnostiques. Et combien de douleurs neuropathiques ont été considérées comme des douleurs psychologiques? Dans ce cas, ce qu'il faut faire, il faut avoir le recours à des explorations. Ces explorations, ce sont les potentiels évoqués, et surtout le potentiel évoqué au laser, qui aide au diagnostic de ces douleurs neuropathiques centrales. C'est quoi ces potentiels évoqués au laser? Le laser va activer de façon sélective les thermonocicepteurs et il va récupérer la réponse au niveau du cortex cérébral à travers les faisceaux spinothalamiques. Donc, si on a une lésion au niveau du faisceau spinothalamique, qui est le cas de la douleur neuropathique, on aura une altération de ces potentiels évoqués au laser. Donc, c'est pour cette raison que la Fédération européenne de neurologie a considéré que ces potentiels évoqués au laser, par stimulation laser,
est un moyen non seulement de diagnostic, mais aussi d'évaluation de ces douleurs neuropathiques. Malheureusement, en Tunisie, ces potentiels d'action par stimulation laser, à ma connaissance, ne se font pas. Quant aux autres explorations, l'IRM, il a une place de choix aussi dans la visualisation de la lésion qui est responsable de ces douleurs neuropathiques. Donc, pour être pratique, pour faire le diagnostic de douleurs neuropathiques, c'est un faisceau d'arguments. Avant tout, la clinique, c'est-à-dire pour chercher ces signes subjectifs et objectifs, l'altération de ce potentiel évoqué par la stimulation laser et l'IRM qui va visualiser cette lésion sur le faisceau spinothalamique. C'est ce faisceau d'arguments qui fait le diagnostic de douleurs neuropathiques qui ne sont pas des douleurs psychologiques. Les douleurs nociceptives, le troisième type de douleur après AVC, on a les douleurs nociceptives. Ces douleurs nociceptives sont de deux ordres, sont les douleurs musculo-squelettiques et les autres douleurs nociceptives. Les douleurs musculo-squelettiques sont dominées par les douleurs des épaules. Et bien, les douleurs de l'épaule, la prévalence elle est très variable et il semble que la prévalence consensuelle est aux alentours de 70%, ce qui fait que de cette affection, la principale complication est l'épiplégie. Il semble que le pic d'incidence de survenue des douleurs de l'épaule se situe entre 6 et 8 semaines après l'AVC, bien que le tableau clinique puisse apparaître bien avant, dès la première semaine. Eh bien, il y a pas mal de facteurs de risque de survenue de douleurs de l'épaule après AVC. On a les malades qui font plus, sont les malades qui ont des troubles cognitifs, qui ont eu un séjour assez lent en réanimation, les malades très déficitaires, après un accident vasculaire hémorragique, c'est les malades dépressifs et surtout, c'est les malades qui ont été pris en rééducation par la polythérapie. Par contre, la localisation de la lésion cérébrale et le type de la présence de l'héminégligeance n'augmentent pas le risque de survenue de douleurs de l'épaule, comme ça a été bien décrit dans la littérature. Et bien, les douleurs de l'épaule sont variées et c'était Bender qui a essayé de classifier en 4 stades, en 4 classes, ces douleurs. Les douleurs de l'épaule d'origine articulaire secondaire à une éventuelle subluxation, les douleurs secondaires à une spasticité, les douleurs centrales, dont je ne reviens pas parce que ça a été décrit, et les algodystrophies. La subluxation est de fréquence variable. Le déficit moteur va entraîner une perte de pouvoir de suspension qui va être aggravée par le poids, et donc sur une subluxation au début inférieur et après devient une subluxation antérieure-inférieure. Mais la subluxation, les auteurs ils n'ont pas trouvé une corrélation entre la subluxation et la douleur. Et c'est pour cette raison qu'ils ont beaucoup fait la comparaison et considéré comme la subluxation comme un facteur indirect de survenue de douleur. Comment faire le diagnostic de cette subluxation? Eh bien, elle est clinique et radiologique. Là, je ne me tarde pas étant donné qu'ils m'ont dit qu'il ne faut pas tarder. Donc c'est un facteur indirect de survenue de douleur. Et bien comment? Parce que la subluxation va entraîner un étirement des nerfs subscapulaires et du nerf circonflexe. Donc il y aura une neuropathie périphérique qui est un facteur de risque de douleur. La spasticité, là aussi, je ne vais pas trop tarder étant donné que ça a été bien détaillé par mes amis. La spasticité va donner une douleur et la douleur à son tour va augmenter la spasticité. Donc on entre dans un cercle vicieux qu'il faut le rompre par les médicaments spécifiques, tout ce qui a été bien détaillé avant. Le syndrome Epolma, eh ben, après un AVC, le syndrome Epolma est double. C'est-à-dire que, d'origine double, on aura une hypersensibilité des récepteurs sympathiques, donc une hypersécrétion des substances algogènes. En plus, cette éventuelle subluxation et cette distension capsulaire va entraîner une stimulation des fibres amyléniques C. Les deux vont entraîner ce qu'on appelle la stase veineuse. Cliniquement, on aura le tableau clinique d'algodystrophie, c'est-à-dire la douleur, au repos, la limitation, les troubles vasomoteurs, mais la triade, enfin, les phases cliniques du syndrome Epolma, elles sont rares. La gravité du syndrome Epolma est évaluée par le score de Périgot en 5 groupes allant de A à E avec une gravité ascendante avec des très bonnes corrélations. L'évaluation paraclinique n'est pas utile. Par contre, les radiographies vont confirmer la subluxation gluno-humérale.
Et en fait, cette classification des douleurs qui a été faite par Vander en 4 types, il y a déjà un chevauchement entre les différents types de douleurs de l'épaule. Le pied, et bien figurez-vous, il n'y a aucun article qui parle de douleur de pied. On s'intéresse toujours au dysfonctionnement du pied, la prise en charge du pied spastique, mais on ne parle jamais de douleur du pied. Et bien, tous les dysfonctionnements du pied, c'est-à-dire que ce soit le pied équin ou valséquin, les griffes, que ce soit spastiques ou dystoniques, vont entraîner ce qu'on appelle l'instabilité, la difficulté au chaussage et le conflit. Pieds-chaussures, les tout vont donner ce qu'on appelle la douleur de la brique, qu'il faut la prendre en charge par le traitement spécifique de ces dysfonctionnements. Les autres types de douleurs nociceptives sont surtout les douleurs dégénératives décompensées, à savoir les douleurs des genoux par hypersollicitation de côté sain. À part les douleurs musculo-squelettiques, ces malades-là, ils vont faire ce qu'on appelle les douleurs de l'appareil érogénital, les constipations qui constituent des spines irritatives. Ce sont des malades généralement vasculaires, ils ont le droit de faire EDM, encore plus vite qu'il faut les traiter et faire du diagnostic parce que leur traitement est complètement différent. Finalement, les différents types, le dernier type, ce sont les douleurs psychologiques. Elle accompagne généralement le syndrome dépressif. Et étant donné que l'évaluation des syndromes dépressifs sont très difficiles, et bien, les études ont montré que 40% des malades vont développer une dépression à la phase aiguë et 60% à 6 mois. Les facteurs favorisants sont nombreux. L'âge, la survenue de dépression augmente avec l'âge. Chez les femmes, chez les malades qui ont des antécédents, déjà psychologiques antécédents, et chez les malades qui ont un handicap assez sévère. La dépression entraîne des douleurs psychologiques et les douleurs vont augmenter ces dépressions et on entre aussi dans un cercle vicieux qu'il faut le couper. Mais les différentes études ont montré que les conséquences des douleurs ne sont pas que la dépression, mais les douleurs vont entraîner ce qu'on appelle la fatigue chronique. Et ceci a été bien décrit par différentes études sans pourtant voir lequel type de douleur. Tout type de douleur confondue peut entraîner ce qu'on appelle la fatigue chronique, que ce soit Glatter en 2002, Johnson en 2005, Davies en 2009, Oneis en 2012. Tous montrent une corrélation très importante entre la douleur et la fatigue chronique qu'il faut traiter parce que cette fatigue chronique va compromettre après sa prise en charge, leur prise en charge en médecine physique. Après avoir fait le diagnostic de ces douleurs-là, il faut évaluer. Et bien, l'évaluation, elle est facile au début si on n'a pas de troubles cognitifs. C'est-à-dire, cette évaluation, elle est basée sur le VIA qui peut être réalisé ou utilisé même en présence d'avasie, à condition qu'il n'y a pas beaucoup de problèmes de compréhension. Le problème, il n'est pas aussi facile quand on est face à un déclin cognitif. Eh bien, il n'y a aucune étude qui est validée pour l'évaluation de la douleur après AVC. Ce qui a poussé Charles Benaïm et ses collaborateurs à essayer de voir et répondre à une question, est-ce qu'on peut utiliser le Faciès Pain Scale chez ces malades-là? Eh bien, c'est une échelle qui a été validée chez les enfants. Il a essayé de voir la version verticale et étudier sa validité chez les malades hémiplégiques. Et bien, ce qu'il a trouvé, ces résultats étaient assez intéressants. Chez les malades cérébralisés gauche, ils étaient aussi performants que les témoins. Par contre, les cérébralisés droits étaient beaucoup moins performants, tout simplement parce que ces malades-là, ils ont du mal à reconnaître les visages. Et donc, sa conclusion était, on pourrait utiliser quand même comme moyen d'évaluation le Faciès Pain Scale chez les cérébralisés gauche uniquement. Par contre, pour l'évaluation, on peut aussi utiliser les autres échelles spécifiques, à savoir le NPS, Neuropathic Pain Scale, dans les douleurs centrales, ou la MDRS chez les malades qui ont une douleur psychologique. Le traitement. Eh bien, le traitement, il a deux volets, le traitement préventif et curatif. Le traitement curatif, il est double, aussi bien médicamenteux que rééducatif. Le traitement préventif, il est basé sur la bonne installation au lit et au fauteuil. Cette bonne installation a été décrite depuis les années 90. Ça a diminué, dans l'étude de Brosse en 1994, le risque de développement d'algodystrophie de 27% à 8%. De même que Nelly Kotsky et Jacques Pellissier ont prouvé que l'installation
constitue le principal facteur de prévention de l'algodystrophie, mais le problème c'est que l'observance elle était mauvaise dans 63%. Donc c'est important de faire des mesures préventives à type d'installation, mais seule n'est pas suffisante. Il faut faire la formation et la formation de personnel. Et là, il y a une étude qui a été faite par Forster en 1999 sur le type de soins, dans ce cas le transfert, avant et après formation. Et ils ont remarqué avec des résultats qui sont hautement significatifs et un passage de 65% à 85% de bons résultats. Cette information, dans le même sens, une étude faite par Benchli Frassemi en 2005 et 2010, ils ont essayé de voir l'incidence de survenue de douleur de l'épaule chez les hémiplégiques en 2005 et en 2010 par les mesures préventives d'emblée. Et bien, ce qu'ils ont remarqué était assez impressionnant parce que l'incidence de survenue de douleur de l'épaule, ils ont passé de 47% à 23,5%. C'est un papier qui est apparu en 2011. Mais l'éducation ne se fait pas que chez les personnels, mais aussi chez les proches. Et d'ailleurs, dans ce qu'a poussé la Viette en 2009, dans le protocole de programme contenu de CHU de Limoges, à faire 2 livrets qui sont destinés aux proches des malades, aux malades et au personnel. Ce sont des livrets d'installation de personnes et de manutention, de tout en insistant sur la bonne installation comme moyen préventif de survenue de complications et de douleurs. À part la bonne installation, l'appareillage, l'écharpe, oui, quand on a un déficit, parce que ça fait prévenir l'installation de subluxation. Le strapic, ça n'a jamais prouvé son efficacité, en plus, ça risque de donner des lésions d'allergie. Surtout pas de polythérapie, parce que ça risque d'aggraver l'installation de douleurs. Et l'électrostimulation, ça a prouvé son efficacité en tant que prévention de subluxation et donc de facteur indirect de survenue de douleur. Et bien, le traitement curatif médicamenteux dépend de l'étiologie. Pour les céphalées, c'est simple, on va passer par les antalgiques palier 1, c'est-à-dire paracétamol et les anti-inflammatoires non stéroïdiens qui sont généralement efficaces. En cas d'échec, ça sera les antidépresseurs et surtout, il faut éviter les dérivés d'ergot-du-seigle parce qu'ils ont un effet vasoconstricteur. Pour les douleurs de l'épaule, en cas d'algodystrophie, ce sont les infiltrations intra-articulaires de corticoïdes. La calcitoline, ça n'a jamais prouvé son efficacité chez les malades hémiplégiques. En cas de spasticité cellularisale, la toxine botulique au niveau du sous-scapulaire, et d'ailleurs, Yelnik, dans une étude faite en 2006, par la simple injection de toxine au niveau du sous-scapulaire, il a gagné en douleur, en rotation externe, en mobilité et en spasticité. Les douleurs psychologiques, la prise en charge du syndrome dépressif doit être précoce, sous peine de ralentir la progression. On va essayer d'instaurer un antidépresseur, on va essayer de choisir un antidépresseur qui ne diminue pas les performances neuropsychologiques à côté d'un entretien psychologique. Pour les douleurs neuropathiques, je vais les laisser en dernier lieu parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dans ce sujet. Les douleurs neuropathiques, les paliers 1, les antalgiques palier 1 et les neuroleptiques ne sont pas efficaces. Et les études, alors là, il n'y a pas une pile d'études qui ont été faites dans ce domaine. Les antidépresseurs télécycliques, ils ont prouvé leur efficacité. Les inhibiteurs sélectifs de recapture, ils ont aussi prouvé leur efficacité. La gabapentin et prégabaline aussi, ils ont prouvé leur efficacité. Mais en pratique, qu'est-ce qu'on va choisir? La dernière recommandation qui a été faite en 2010, faite par Nadine Attal, ce qu'il faut choisir, on a le choix. Soit des antidépresseurs tricycliques, à savoir le Lavoxil, qui est la molécule la plus utilisée et qui a montré son efficacité dans toutes les études à la dose de 25 à 150 mg en monothérapie. Ou on a le choix, ou la gabapentin à la dose 1200 à 3600 et la prégabaline à la dose 150 à 600. Les deux molécules sont efficaces. Qu'est-ce qu'on va choisir? Le choix, les tricycliques, les antidépresseurs tricycliques, ils sont aussi efficaces que les antipyrétiques, mais ils sont moins chers. Par contre, à une dose élevée, ils sont beaucoup moins tolérés. Si ça marche, donc ça ne pose aucun problème. Si on a
une amélioration partielle. Dans ce cas, on peut passer à la bithérapie. Et l'association gabapentin et laroxyl, antidépresseur tricyclique, ça a prouvé son efficacité. Si malgré la bithérapie, il n'y a pas d'amélioration, ou d'emblée on a des effets indésirables et une contre-indication, il faut dans ce cas changer d'antidépresseur ou mettre en place le tramadol. Le tramadol ne peut être, d'après cette recommandation en 2010, ne peut être utilisé de première intention. C'est toujours de deuxième intention. Si malgré tout ça, on a toujours une efficacité, ça sera la neurostimulation corticale et surtout du cortex moteur. Et bien, quand est-ce qu'on va utiliser? Quand on a des douleurs neuropathiques rebelles. Et là, il y a une étude qui a été faite en 2005 qui a été confirmée par une méta-analyse en 2007. Cette étude a montré de bons résultats dans 52% des cas. Ce qui est important dans cette étude, c'est que c'est un effet qui est stable. C'est-à-dire que s'il est positif, 4 ans après, on a toujours de bons résultats. La toxine botulique n'a pas la même dans les douleurs neuropathiques. Et malgré ça, il y a pas mal d'études qui ont été faites dans les neuropathies périphériques, à savoir la neuropathie diabétique et la neuropathie post-zostrienne. Mais en matière d'AVC, il n'y a aucune étude qui a été faite là-dessus. La rééducation, on ne peut pas parler de traitement sans la rééducation parce que c'est un traitement qui est très important en matière de rééducation. Je vais terminer tout de suite. Donc, sans la physiopathologie, la physiopathologie et la physiothérapie antalgique, la lutte contre les complications neuro-orthopédiques, la lutte contre la spasticité, à côté du traitement médical adapté. Et en conclusion, voilà, je termine. C'est un symptôme qui est fréquent, dont les mécanismes sont très multiples, mais il faut avoir une prise en charge qui est précoce. Cette prise en charge, elle est basée sur la connaissance de ce syndrome, parce que si on ne connaît pas le mécanisme, l'étiologie, on ne peut pas traiter, sur l'évaluation, la bonne évaluation, le traitement préventif et le traitement, que ce soit médical ou rééducatif adapté. Et je vous remercie, je pense que je n'ai pas trop tardé. Merci. Faute de temps, peut-être on va prendre une petite question au niveau de la salle. Oui, dans votre expérience, est-ce que vous voyez tous ces... C'est la dernière. Il y a 2 ou 3 recommandations avant, en 2008 et en 2009. Et c'était toujours une question. Au début aussi, on parle toujours de la gabapentin prégabalée, comme quoi c'est le traitement de choix. Et bien, l'aroxyl, c'est aussi efficace, c'est moins cher, mais... Et c'est... Oui. Oui, le problème c'est ça. C'est ça le problème. Le problème c'est que quand on est face à une douleur neuropathique, le problème c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se chevauchent. Voilà. C'est beaucoup plus fréquent chez le paraplégique et dans les douleurs neuropathiques que chez l'hémiplégique. Dans notre pratique quotidienne, l'hémiplégique n'exprime pas ce type de douleur. C'est pas assez fréquent. C'est vrai qu'il n'exprime pas parce qu'on ne les cherche pas. On n'a jamais posé la question, est-ce que vous avez des douleurs, des décharges? Ce sont des douleurs tellement insupportables que le patient, dès qu'il ressent ce type de douleur, il va s'exprimer tout de suite. Pas tout à fait. Il y a pas mal de douleurs qui sont assez discrètes. C'est surtout des céphalées et parfois des douleurs neuropathiques au bras supérieur. Dernièrement, j'ai eu un malade qui a des douleurs au niveau de la jambe et personne n'a pensé à des douleurs neuropathiques centrales. Moi de même, avant de... Merci. Merci. Donc on va enchaîner avec les communications orales. Et la communication sur l'aquathérapie a été transformée en poster et donc ça a été remplacé par une communication sur l'évaluation instrumentale de l'équilibre et de la marche chez une population hémiplégique qui sera présentée par Dr Aloulou et ses collaborateurs de l'équipe de rééducation Tunis. Prière de respecter 7 minutes et 3 minutes. Des problèmes d'équilibre et de la marche qui sont fréquemment altérés, puisque chez ces patients, il y a une asymétrie du contrôle moteur, il y a une altération des informations sensitives, tactiles et proprioceptives, et généralement des troubles neuropsychologiques, problèmes de négligence qui vont entraîner ces troubles de l'équilibre et de la marche. Donc toutes ces altérations vont aboutir à des conséquences sont fréquemment donc des chutes, avec toutes les conséquences redoutables de la chute.
Alors l'analyse quantitative des paramètres de l'équilibre et de la marche est très intéressante. Elle présente un avantage par rapport à l'évaluation clinique, puisqu'elle permet d'avoir des données objectives et reproductibles, donc elle est plus fiable, elle est plus sensible aux changements, et elle permet la comparaison de données entre deux patients, et même pour un même patient, on peut faire la comparaison des données entre deux moments de l'évolution. Alors le but de ce travail, c'était d'étudier les paramètres de l'équilibre et de la marche chez une population de sujets hémiplégiques. Et pour ceci, donc, nous avons fait une évaluation clinique complète pour chaque patient, passant par l'interrogatoire et une évaluation, un examen clinique complet. Et au terme de notre évaluation, nous avons choisi des patients qui peuvent faire partie de cette étude. Donc nous avons inclus les patients qui présentent des séquelles d'accidents vasculaires cérébral, ischémique ou hémorragique. Des sujets qui peuvent tenir une station debout possible avec ou sans aide technique pendant au moins 60 secondes. Donc on a exclu les sujets qui présentent une altération importante de l'équilibre. Nous avons exclu également les sujets qui présentent d'autres étiologies d'hémiplégie telles que les séquelles de trauma crânien ou les tumeurs cérébrales. Les sujets qui présentent des troubles de la compréhension, puisque dans cette étude, donc, il faut exécuter correctement les ordres. Et nous avons éliminé tout patient qui présente une maladie neurologique, une complication orthopédique qui peut interférer avec l'équilibre. Alors pour chaque patient, une fiche technique a été établie et enregistrée sur ordinateur présentant les différentes caractéristiques générales du patient. Et nous avons réalisé notre évaluation instrumentale sur un appareil, c'est le Neurocom Balance Master. Alors c'est un appareil qui est formé par une plateforme de force qui est reliée à l'ordinateur et avec présence de divers accessoires. Alors la plateforme de force, ça contient des capteurs qui vont quantifier les variations de pression verticale qui sont appliquées sur la plateforme quand le sujet est debout. Et ces variations de pression, donc ces informations, elles sont transmises à l'ordinateur, elles sont analysées et on aura un calcul du centre de pression. Et à partir de ce paramètre, on va déduire d'autres paramètres qu'on va voir dans les différents tests. Alors pour les accessoires, il y a le coussin en bleu qui est utilisé pour l'étude de l'équilibre sur plan mou, et il y a des cubes qui sont utilisés. Il y a un cube qui est utilisé pour l'étude du transfert de la position assise à la position debout et qui permet une station assise avec hanche et genoux fléchis à 90 degrés. Alors pour les différents tests effectués, il y a un test qui étudie l'interaction équilibre et système sensoriel. Alors on va mesurer dans ces tests d'équilibre par la mesure de la vitesse d'oscillation du centre de pression dans différentes conditions. D'abord donc on va évaluer l'équilibre sur plan dur dans deux conditions, yeux ouverts puis yeux fermés, et puis dans une deuxième condition sur plan mou. Il y a 3 tentatives pour chaque test. Un autre test, l'étude de la charge genou fléchi. Alors pour ce test patient, on va évaluer la répartition du poids du corps des deux côtés droit et gauche, d'abord en position debout, puis pour différents degrés de flexion du genou. L'appui monopodal, l'appui monopodal, on va l'évaluer des deux côtés, à gauche puis à droite, et toujours dans deux conditions, yeux ouverts puis yeux fermés. Et le paramètre qu'on va étudier, c'est la vitesse d'oscillation du centre de pression. L'étude du transfert assis debout. Alors on va étudier le passage de la position assise à la position debout. Donc les paramètres qu'on va étudier, c'est le temps du transfert, l'indice de levée et la vitesse d'oscillation du centre de pression. Donc normalement le patient il doit se mettre debout sans faire d'appui sur le cube. On voit bien sur la vidéo que pour cette patiente on a eu une difficulté pour la réalisation de ce test. Le paramètre qu'on va étudier, c'est la longueur du pas, la largeur du pas, la vitesse de marche et la symétrie du pas. Alors comme on voit sur les vidéos, pour le premier patient, pour l'étude de la marche, on a eu recours donc à l'aide du kinésithérapeute pour effectuer la marche. Et pour l'autre patient, donc l'étude de la marche, elle avait une marche autonome, donc pas de nécessité d'aide technique ou de tierce personne. L'étude des limites de stabilité.
Donc c'est un test qui va explorer les possibilités de déplacement du centre de pression vers une cible prédéterminée. Donc la patiente étant debout sur la plateforme, donc elle va, sans bouger les pieds, elle va faire des oscillations du tronc dans les différents sens pour essayer de déplacer ce bonhomme dans la cible, dans le carreau lumineux qui à chaque fois, donc il y a un carreau lumineux qui s'affiche donc dans les différents sens, en avant, en arrière, à droite et à gauche. On va mesurer donc le temps et la vitesse de réaction. Il y a d'autres tests qui n'ont pas pu être faits pour cette population de sujets hémiplégiques, tels que le franchissement d'obstacles, l'étude de la fente avant ou la marche en tandem. Alors pour les résultats, nous avons colligé 12 patients dans cette étude avec une moyenne d'âge de 56,3 ans, une prédominance féminine. La lésion cérébrale est touchée, le côté dominant dans 4 cas, et la durée moyenne d'évolution est de 6 ans, donc avec des extrêmes entre 1 et 10 ans. Et dans tous les cas, un épisode de chute au moins est rapporté. Alors pour l'étude de la charge genou fléchi, donc on a trouvé une répartition du poids du corps qui est symétrique des deux côtés droit et gauche dans 4 cas. Elle était asymétrique dans 8 cas. Et à chaque fois, donc elle était majorée à chaque augmentation du niveau du degré de flexion des genoux. Pour l'étude de l'interaction équilibre et système sensoriel, donc le test était réalisé dans toutes les conditions et sans incident dans 5 cas. L'équilibre sur plan ferme était altéré d'emblée dans 5 cas, imposant l'utilisation d'une canne canadienne pour la réalisation du test. Et l'équilibre sur plan souple n'était pas possible dans 2 cas, ce qui a imposé l'utilisation d'une aide technique. L'appui monopodal, il était possible des 2 côtés dans 3 cas. Cependant, chaque patient a la nécessité des appuis supplémentaires pour tenir son équilibre. Il était impossible du côté de l'hémiplégie dans 6 cas, avec risque de chute, et il était impossible à réaliser dans 3 cas. Donc, on voit ici, donc, on a eu le calcul de la vitesse d'oscillation du centre de gravité et on remarque que cette vitesse elle est plus élevée lorsqu'on est en condition yeux fermés. Alors pour l'appui monopodal qui est réalisé des 2 côtés chez 3 patients, on remarque également